Maseret Souka Davvav, on va commencer par He Amoud Bet, au bas de la page, Shi'urin de Oraita Ninhu, version rapide. La Gemara pose une question. Shi'urin de Oraita Ninhu. Comment tu as pu dire que la notion des shi'urim, des volumes, des mesures de la Torah, tout cela, ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Comme quoi, ça ne figure pas dans la Torah écrite. Pourtant, de Oraita Ninhu, c'est écrit dans la Torah, où dans Parashat Ekev, dirtiv Eretz Hita ou Seora, Vegefen ut Ena verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Lorsque la Torah a fait l'éloge d'Eretz Israël, elle nous a dit que dans cette terre poussent le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'olive et la date. Dvash, ça fait allusion aux dattes mielleuses. Ve'amar Rav Hanim, kol hapasuk hazeh, les shi'urim ne'emar. Et Rav Hanim nous a enseigné que tout ce pasuk fait allusion à différents volumes de halacha. Par exemple, Hita, les baït amenoga, on a une halacha concernant la lèpre. Il existe la lèpre du corps, la lèpre des vêtements et la lèpre de la maison. Lorsqu'une maison a été déclarée impure à cause de la tsaraat par le Kohen c'est lui qui a déclaré que cette maison elle est impure, alors tout celui qui rentrerait dans cette maison deviendrait désormais impur. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il fallait évacuer tous les kélim qui étaient à la maison pour pas qu'ils deviennent impurs. Parce qu'il y a des kélim qu'on peut purifier au mikvé, mais les kélim en argile ne sont pas purifiables. On sera obligé de les casser. C'est pour cela qu'il fallait toujours vider, évacuer la maison avant que le Kohen ne proclame et ne déclare cette maison comme étant Baït Amenoga, la maison impure à cause du Negar Tzarat. Alors maintenant, on va nous enseigner une halakha très très spéciale. Dites nan anechnas le Baït Amenoga vekelav al ketefav vesandela vetaberotav biyado ou vehent mein miyad. La halakha est que non seulement un homme qui rentrerait dans cette maison deviendrait impur, mais tous les kélim qui vont pénétrer ce lieu deviendront également impurs. Alors si par exemple la personne avait des kélim dans la main, même des chaussures, des tabarotes, n'importe quel objet, lui et les kélim deviendront tamés immédiatement dès qu'ils ont pénétré le Baït Amenoga, la maison lépreuse. Par contre, les vêtements que la personne va porter, c'est différent des kélim qu'il aura dans la main. Le même vêtement, s'il a dans la main, dès qu'il rentre à l'intérieur du Baït Amenoga, le vêtement va devenir tamé. Mais si l'homme il est habillé de ce vêtement, l'homme est chaussé de ses chaussures, alors dans ce cas-là, ces kélim ne deviendront pas tamés immédiatement dès qu'il est rentré à la maison. Ils deviendront tamés que plus tard. Une fois qu'il sera resté dans cette maison lépreuse, un laps de temps, le temps de manger du pain de blé. Regardons ce qui est écrit. Haya lavouche kelav, s'il était habillé avec ses kelim, ça veut dire avec ses vêtements, vesandelav beraglav, ses sandales à ses pieds, ça veut dire ses chaussures, vetaberotav betzberotav, et ses tabarot, sa bague, l'anneau, le sceau, s'était enfilé dans son doigt, hu tamemiyad. La personne elle-même, elle deviendra impure immédiatement. Vehen, mais les vêtements, les chaussures, les bagues, tehorim, resteront purs. Ad sheishhe birde achilat pras. Sauf s'il est resté dans cette maison le temps de manger un pras. Qu'est-ce que c'est que pras? Pras, ça veut dire la moitié d'un pain. Il y a une mahloket, est-ce qu'un pain entier, c'est le volume de 8 œufs ou le volume de 6 œufs? En tout cas, pras, c'est la moitié. La moitié, ça fait soit 4 œufs, soit 3 œufs. Le volume de 3 œufs, il a mangé du pain de blé d'un volume de 3 œufs. Pat hitin, velo pat serorim. Et pourquoi du pain qui est fabriqué avec de la farine de blé et pas avec de la farine d'orge? Car le blé se mange plus facilement, plus rapidement.
L'être humain ne mange pas de l'orge en général, c'est un aliment animal. L'homme mange du blé, plus rapidement, plus facilement. En plus, Mesev ve'ochel beliftan. En plus, il faut qu'il soit Mesev, Mesoubin, accoudé, où il se concentre encore plus pour manger rapidement. Et Ochel beliftan, il ne va pas manger du pain sec, il va manger avec un liftan, un accompagnement, pour manger encore plus rapidement ce pain. Voilà pourquoi la Torah a écrit le mot Hita, Eretz Hita ou Serora. Hita pour faire allusion au pain de blé que va manger la personne qui est rentrée dans une maison lépreuse. Et comme on a dit, bien que la personne elle-même est devenue tamée immédiatement, mais pour ses vêtements et ses chaussures et ses bagues qu'il porte, pas dans sa main, mais qu'il porte sur lui en étant habillé, chaussé, eh bien, ils deviendront tamés que s'il est resté dans cette maison le zman de Kedé Achilat Pras, le temps de manger un demi-pain. Mais un demi-pain fabriqué avec de la farine de blé, et non pas de l'orge. Et en plus, quand il l'a mangé rapidement, puisqu'il était mesève, accoudé, en plus avec une salade, pas sec, donc il mange plus vite ce pain. Également Serora. Dans ce passage qu'on retrouve le blé et l'orge. À quoi fait allusion l'orge? Metame bemaga ou bemassa. Ditnan etzem kaserora metame bemaga ou bemassa veno metame beohel. On sait que le mort communique de la Toum'a. Si quelqu'un se trouve sous le même toit que le mort, il deviendra tamé, même sans le toucher. Mais quel est le din si on a juste un morceau d'os sous le toit? On n'a pas Rov Binyan ou Rov Minyan, on a juste un tout petit morceau d'os. Eh bien, enometame beohel. Il n'y a pas de communication de Toum'a au travers du toit. Par contre, s'il le touche, il a touché l'os, ou bien il l'a soulevé même sans le toucher, dans ce cas-là, la personne devient tamée. Ce qu'on appelle Etzem Kaserora Metame Bemaga ou Bemassa. À condition que le volume d'os du mort soit au moins Kaserora, comme le volume d'un grain d'orge. Si c'est moins que ça, ça ne peut pas rendre tamé même même la personne qui a touché ou qui l'a soulevé. Geffen, Kederevirit Yain le Nazir. Geffen, ça fait allusion au Nazir qui n'a pas le droit de manger le produit de la vigne, et s'il a bu un révirit, il a mangé un révirit, eh bien, il sera Hayav Malkout. Donc, Geffen, ça fait allusion au Kederevirit Yain le Nazir. Te'ena, la figue, Kagrogeret, l'Otsat Shabbat. On sait que Shabbat, celui qui transporte un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim ou vice-versa, il a enfreint une interdiction shabbatique, il sera Hayav Skila, s'il a fait Bemezid ou Be'atra'a, Hayav Karet, s'il a fait Bemezid sans Atra'a, Hayav Hatat, s'il a fait Beshogeg, mais à condition qu'il ait transporté un volume minimal. Et pour tout ce qui est alimentaire, quelqu'un qui aurait transporté un aliment Shabbat à l'extérieur, quand est-ce qu'il est Hayav, Hatat ou Karet, tout ce qu'il a, que si le volume correspondait au volume d'une figue. Ce qu'on appelle Kagrogeret. En hébreu, ça s'appelle Te'ena ou Grogeret. Dans la Torah, ça s'appelle Te'ena, dans le Lachon des Hachamim, Grogeret. Donc c'est à cela que fait allusion le mot Te'ena au shi'ur de Grogeret, le Hotzat Shabbat. Rimon, ditnan kol kele ba'alei batim shi'uram karimonim. Quelqu'un qui avait un keli, et ce keli est devenu tamé, parce qu'il était au contact d'une source d'impureté. Normalement, il faut purifier le keli, le passer au mikvé. Mais imaginons que le keli s'est cassé. Par exemple, il y a eu un trou. Est-ce qu'on a besoin de le passer au mikvé? Alors ça dépend de la grandeur du trou. Parce que si le trou est très grand, c'est comme un keli qui s'est cassé, ce n'est plus un keli. Si ce n'est plus un keli, donc il n'y a plus de toum'a. La toum'a du keli disparaît si le keli a été brisé. Il ne s'appelle plus keli. Alors, on dit comme ça. Pour des commerçants, un ouman, un artisan qui vend des objets, si le keli est fissuré,
il n'est plus vendable. Pour lui, ce n'est plus un keli. Alors, ce keli, s'il était tamé, il devient tahor, ne serait-ce qu'avec une fissure. Tandis que pour un Baal Bayit classique, un homme qui est propriétaire d'un keli, s'il a eu un trou, eh bien, par exemple, il mettait avant des olives, les olives, ils passent par le trou. Alors, il va mettre maintenant des grenades. Mais si le trou est tellement grand qu'il laisse passer même les grenades, alors le Baal Bayit n'a rien à faire avec un tel keli, il va le jeter à la poubelle. S'il va le jeter à la poubelle, ça veut dire que ce n'est plus un keli. Ce n'est plus un keli, donc il est tahor. Ce keli qui était tamé est devenu tahor grâce au trou qui était plus grand qu'une grenade. Motzi rimon. Le rimon, il peut sortir par ce trou. Donc ce n'est plus un keli. Également, Eretz zet shemen, zaït. Eretz shekol shihurea kazaït. C'est-à-dire, on sait très bien que kazaït, l'olive, sert de référence pour la mitzvah, par exemple, de manger de la matzah, de manger le maror, l'interdiction de manger de la nevela, du helev. Toujours, on parle de kazaït. Alors, en effet, on nous dit Eretz zet shemen udvash. Eretz shekol shihurea kazaït. Tous les shiurim de la Torah, c'est kazaït. La Gemara dit Kol shiurea salkadatar ha'ikahane de amrinan. Ne me dis pas que tout est basé sur le kazaït. On vient de voir qu'il y a Kagrogeret, on vient de voir le din de Etzem Kaseora, Hita. Ne me dis pas que tout est kazaït, ce n'est pas vrai. Et là, Ima Sherov Shiureha Kazeti. La kavana, c'est pas kol, mais rov. En effet, la notion de kazaït, on retrouve dans la majorité, comme dit Rashi, met, nevela, Isur Helev, Dam, Pigoul, Notar, Tamé, Guidanaché. Eh bien, tout cela est concerné par le shiro de Kazaït. Des vaches, Eretz zet shemen ou dvash, à quoi fait allusion le dvash? Kakotevet agasa beyom akippuri. Dvash, puisqu'on a dit que c'est la date, ça fait allusion à celui qui mange pendant Kippour, Hazve Shalom. Il est Hayav Karet, il est Hayav Ratat, si c'est Beshogeg, dans la mesure où il a mangé le volume minimal. Combien c'est? Kakotevet agasa, comme une grosse date. Et dvash de la Torah, ça fait allusion aux dates. Alors, la Gemara arrive maintenant au point de chute. Alma deoraita aninu. Ça veut dire que, en effet, tous les shiurim, c'est Minatora, c'est pas halakha le Moshe Sinai. Tu vois que c'est écrit dans la Torah Eretz Hita, ou Seora, Gefen, ou Ena, Berimon, Eretz zet shemen, ou Dvash. On a 7 shiurim qui sont basés sur ce passouk. Donc les shiurim, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi tu me dis que les volumes, c'est halakha le Moshe Sinai? Ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Pourtant, c'est écrit clairement dans ce passouk. La Gemara de répondre, Betis Bera, vraiment tu penses ainsi que c'est écrit dans le passouk, Shiurim Miktive. Il n'y a pas écrit dans ce passouk ni l'histoire de la maison lépreuse, ni du Nazir, ni de Shabbat de Kippour. De quoi tu parles? C'est pas écrit du tout ces Shiurim. On parle des louanges et de l'éloge d'Eretz Israël en disant qu'il y a des fruits là-bas qui poussent, mais ça n'a rien à voir avec les Shiurim. Et la hilchetaninhu ukra asmarta be'almahu. Behemet, les Shiurim, c'est halakha les Moshe Sinai. Ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Les Hachamim ont cherché un mnémotechnique pour se souvenir de ces 7 Shiurim et ils ont trouvé merveilleusement ce passouk comme mnémotechnique qui fait allusion aux 7 fruits qui vont servir de référence pour les différents Shiurim. On avait dit que Shiurim, Hatzitzin ou Mechitzin halakha le Moshe Sinai. Il y a 3 choses qui sont halakha le Moshe Sinai. Les Shiurim, comme on vient de voir, les dinim de Hatzitza. C'est quoi Hatzitza? L'écran. Tout ce qui fait écran entre le corps et l'eau du mikvé, eh bien, ça empêche, ça disqualifie le trempage. Quelqu'un qui devait faire une tevila au mikvé, devait s'immerger, il rentre dans le mikvé, mais il a sur lui toutes sortes d'écrans, d'objets qui font une séparation entre l'eau et le corps. Eh bien, ce n'est pas kasher. La tevila n'est pas bonne. Il ne faut pas qu'il y ait de hatzitza.
une femme, quand elle va au mikvé, elle retire sur son corps tout ce qui pourrait séparer l'eau de son corps. Alors la Gemara pose la question, elle dit, comment tu me dis que la halacha de Hatzitza, qui disqualifie le trempage au mikvé, c'est halacha le Moshe Misinaï, oralement, pourtant c'est écrit clairement dans la Torah, Hatzitzin, de oraita ninhu, dirtiv, verahatz et besaro, bamaim, shelo yehe davar chotzetz, beno le ben amaim. De ce pasouk, verahatz et besaro, bamaim, on apprend que le bassar doit être dans l'eau. Or, si il y a des objets, des écrans qui font interruption entre l'eau et la chair du corps humain, la tevila n'est pas valable. La Gemara répond tu as raison, que la hatzitza, elle est interdite lors du trempage dans un mikvé par rapport au corps humain, mais par rapport à la chevelure, ça c'est pas écrit dans ce pasouk. Ici c'est écrit Bessaro, pas Se'aro. La Chale Moshe Misinaï est venu nous dire que même au niveau de la chevelure, il ne faut pas qu'il y ait une hatzitza. Par exemple, si on prend un cheveu et on fait un nœud, le nœud il est tellement serré qu'il empêche l'accès de l'eau. L'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur du nœud, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'eau sur toute la surface du cheveu. Eh bien ça c'est un hidouche enseigné oralement. Car dans la Torah, on parle de bassar, mais à la Chale Moshe Misinaï, c'est que la notion de hatzitza existe même par rapport à la chevelure. Kede Rabba Bar Hana d'ailleurs, Rabba Bar Hana en parle, De'ama Rabba Bar Hana, qui était l'élève de Rabbi Hanan, il a dit Nima ahat keshura chotzetzet. Nima c'est un cheveu. Nima ahat, un cheveu qui est keshura, qui est noué, où il y a un nœud, chotzetzet, ça fait écran entre l'eau et le cheveu et le corps humain. Et par conséquent, la tevila n'est pas valable. Shalosh enan chotzetzot. Par contre, si on a 3 cheveux ou 4 ou 5 ou 6 à plus forte raison, eh bien même s'il y a un nœud, il n'y a pas de problème. Car la nature du cheveu, comme c'est rigide, le nœud ne peut pas être très fort, ne peut pas être serré, et par conséquent, l'eau peut pénétrer à l'intérieur du nœud. Shtaim eniodea. 2 cheveux qui sont noués ensemble, je ne sais pas quel est le statut. Est-ce que c'est hatzitza comme un cheveu ou est-ce que ce n'est pas hatzitza comme 3 cheveux? Peut-être que le nœud il est suffisamment serré pour empêcher l'eau et peut-être que non. Même 2 cheveux, on ne peut pas les serrer fortement et on peut dire que l'eau peut pénétrer. Il a dit, je ne sais pas. Alors répétons. 3 cheveux, c'est sûr qu'il n'y a pas de hatzitza. Un cheveu qui a un nœud serré, c'est sûr que c'est hatzitza. Par contre, 2 cheveux qui sont noués, Rabba Bar Hana, il a un safek. En tout cas, nous voyons que la notion de hatzitza, c'est à la Chale Moshe Misinaï. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. C'est Aro Nami de Oraita Nino. Dirti verahatz et besaro bamaim et atafel lipsaro umaim nihu se'aro. C'est-à-dire, le mot et figure à chaque fois dans la Torah pour inclure et rajouter quelque chose. Par exemple, kabed et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi on n'a pas dit kabed avicha? Pourquoi on a dit et avicha? Et c'est pour annexer quelqu'un d'autre. Par exemple, son grand frère. Son grand frère, il faut l'honorer. Pareil ici. Verahatz et besaro bamaim. Pourquoi tu as dit verahatz et? Le mot et, il est en plus. On aurait pu dire rahatz besaro. Et atafel lipsaro. C'est pour rajouter les cheveux. Les cheveux sont annexés au corps humain. Et de la même façon, il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le corps et l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre la chevelure et l'eau. Voilà donc la question de la Gemara. Comment tu peux dire que les dinim de Hatzitza, c'est à la Chale Moshe Misinaï, au moins, pas seulement au niveau du corps, pardon, tu m'as dit que c'est pas pour le corps humain que c'est à la Chale Moshe Misinaï, c'est pour la chevelure. Ce n'est pas vrai. Même la chevelure, les dinim de Hatzitza des cheveux, c'est écrit dans la Torah au travers du mot et. Alors la Gemara te dit, voilà ce qu'il y a à la Chale Moshe Misinaï. Qui a taï hilcheta l'egde Rabbi Yitzchak.
De'amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, Rubo Makpid Alav Chotzet, Vesheno Makpid Alav Eno Chotzet. La halakha le Moshe Misinaï, elle est venue pour te dire qu'est-ce qu'on appelle une Hatzitza qui invalide le trempage au mikvé. Il faut deux conditions. Pour que l'écran soit invalidant, il faut premièrement que ça recouvre la majorité du corps. Comme par exemple, quelqu'un qui aurait la majorité de son corps recouvert d'un plâtre qui est collé à sa peau. Imaginons. Donc, déjà, c'est roubo. Deuxièmement, makpid ala. Ça gêne la personne. Et donc, elle ne supporte pas cet écran-là. Si on a ces deux critères réunis, premièrement, c'est roubo, la majorité du corps est recouverte. Deuxièmement, makpid ala, ça le gêne. Hotzetz. Dvar Torah, ça c'est halakha le Moshe Misinaï. Quand on dit Dvar Torah, comme ça dit Rashi. Dvar Torah, halakha le Moshe Misinaï. Vesheno makpid alav eno hotzetz. Par contre, si ça ne gêne pas la personne, même si la majorité de son corps est recouvert, malgré tout, ce n'est pas une hatzitza. Alors, récapitulons. Pour que ce soit une hatzitza minatora, halakha le Moshe Misinaï, il faut que ce soit rubo ou makpid. La majorité du corps est recouverte et ça gêne la personne, makpid. Mais s'il manque l'un des deux critères, par exemple, la majorité du corps est recouverte, par exemple, les plongeurs sous-marins, ils ont des tuniques qu'ils portent sous l'eau, eh bien, la majorité du corps est recouverte, mais ça ne le gêne pas. Au contraire, il est content avec. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas une hatzitza minatora. Ou l'inverse, une minorité du corps qui est recouverte et ça le gêne. Minatora, ce n'est pas une hatzitza. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la majorité du corps qui est recouverte. C'est juste une minorité. Pour que ce soit invalidant minatora, il faut que ce soit rubo ou makpid. Mais s'il manque l'un des deux critères, soit ce n'est pas rubo, c'est juste miroto, bien qu'il soit makpid. Ou bien l'inverse, c'est rubo, mais il n'est pas makpid. Minatora, ce n'est pas une hatzitza. Mais les hachamim, comme toujours, ils font une gzera. Et ils ont dit, quand il y a un seul critère, miderabanan, c'est une hatzitza qui invalide le mikvé. Ce qu'on appelle gzera. Vegazru al rubo she'eno makpid, mishum rubo a makpid. Hachamim ont fait une gzera d'interdire de se tremper au mikvé si la majorité du corps est recouverte, même s'il n'est pas makpid, de peur qu'un jour, il va se permettre de se tremper dans le mikvé avec rubo ou makpid. Ils ont également interdit al mi'uto ha makpid, mishum rubo ha makpid. Même si tu n'as qu'une minorité du corps qui est recouverte, et si tu es makpid, ils ont dit non, tu ne peux pas aller au mikvé comme ça. Pourquoi? Parce que si on te permet aujourd'hui, si tu te permets ça aujourd'hui, eh bien demain tu pourras te permettre même rubo à makpid. C'est pour ça qu'ils ont mis une barrière de sécurité, et ils ont interdit lorsqu'on a l'un des deux critères, soit rubo, soit makpid. Ils ont dit que c'est hatzit. La Gemara dit, maintenant quel est le din si on n'a aucun critère? C'est ni rubo ni makpid. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une minorité du corps qui est recouverte et ça ne gêne pas la personne. Là, il n'y a même pas de issour des rabanan. Il peut aller au mikvé les fatrila. Reprenons, on a 4 cas. Rubo ou makpid, c'est hatzitza minatora. Rubo ve'eno makpid, ou bien mi'oto ou makpid. Ces deux cas, c'est hatzitza miderabanan. Le cas où il n'y a rien, ni rubo, ça veut dire c'est juste mi'oto. Et en plus, il n'est pas makpid. Là, il n'y a aucune gzera des rabanan. Question d'Agmara, pourquoi pas? Velikzor nami al mi'oto sheno makpid mishum mi'oto a makpid. Hachamim aurait dû mettre encore une barrière de sécurité et interdire d'aller au mikvé, même quand c'est mi'oto sheno makpid, de peur qu'un jour il rentre au mikvé avec mi'oto a makpid, inami mishum rubo sheno makpid, ou bien parce qu'un jour il pourrait rentrer au mikvé, mais rubo sheno makpid. La Gemara dit non, ça n'existe pas. Higufa gzera be'ananikum v'nigzor gzera l'gzera. Déjà, quand il n'y a qu'un seul critère, c'est déjà une gzera.
Car Minatora, pour que ce soit Hatzitza, il faut deux critères, Rubo et Makpid. Hachamim ont déjà mis une première barrière de protection. Ils ont dit que quand il y a un seul critère, ou Rubo ou Makpid, il ne faut pas aller au mikvé comme ça. Donc déjà, ils ont disqualifié le mikvé, le trempage au mikvé, avec un critère. Toi maintenant, tu dis même zéro critère, ni Makpid, ni Rubo, et tu veux interdire, ben pitom. Hachamim ne mettent jamais une barrière sur une barrière. Voilà, le sujet de Hatzitza est terminé. On a vu donc les Shirorim et on a vu les Hatzitzin. Maintenant, passons à Mechitzin. La Mechitza. On a dit que les dinim de Mechitza, par exemple, qu'une Mechitza doit mesurer 10 coudées de hauteur. Ça, c'est Halakha le Moshe Misinaï. La Gemara pose la question, elle dit Mechitzin ha de Amran, aniha le Rabbi Yehuda, et la le Rabbi Meir Maïka le Memar. On a déjà vu qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir quelle est la référence de la hauteur de la souka. On a dit que la hauteur minimale d'une souka, c'est 10 tfachim, 10 fois la largeur du poing. Quel est le din, d'où on a appris ce din? On avait vu une mahloket. D'après Rabbi Yehuda, c'était Halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï, que la mechitza, elle est 10 tfachim de hauteur et le skach, il est au-dessus. Mais Rabbi Meir avait appris ce din, non pas Halakha le Moshe Misinaï, il avait appris des chérubins. On avait dit que les kérouvim, eux, ils étaient au-dessus du Haron HaKodesh, dans le daf précédent, au-dessus du Haron HaKodesh. Combien ils mesuraient le corps des chérubins, 10 tfachim, et ils avaient les ailes déployées au-dessus de leur tête. Ve'ayu ha-kérouvim porse kenafaim lema'ala, sochechim mekanfeim ala kaporet. La Torah, elle a appelé ces ailes déployées au-dessus de leur tête, elle a appelé ça tzrach, qui recouvre la kaporet. Donc tu vois qu'un skar, il doit recouvrir un espace vide au minimum de 10 tfachim. De 10 tfachim au minimum. Alors la Gemara dit, d'après Rabbi Yehuda qui a dit que c'est Halakha le Moshe Misinaï, la hauteur de la souka de 10 tfachim, alors on a compris que la mechitza, elle doit être de 10 tfachim, Halakha le Moshe Misinaï. Mais d'après Rabbi Meir, qui a appris que la hauteur de la souka doit être de 10 tfachim par rapport au kérouvim. Kérouvim, c'est écrit dans la Torah, que les ailes recouvraient au-dessus de leur tête la caporette. C'est un pasouk. Donc d'après Rabbi Meir, ce n'est pas Halakha le Moshe Misinaï. Donc la paroi de la souka, elle fait 10 tfachim par rapport à ce pasouk. Alors comment on va comprendre ce qu'a dit la Gemara, que Shi'urim, Mechitzin, Hatzitzin, Halakha le Moshe Misinaï? D'après Rabbi Yehuda, oui, mais d'après Rabbi Meir, c'est écrit dans la Torah, c'est pas oral. Réponse. Ki atay hilcheta, legud, velavud, vedofen akuma. La Halakha le Moshe Misinaï, elle est nécessaire pour des halachot qui ne sont pas du tout écrits dans la Torah, comme le din de lavud. Lavud, c'est quoi? Quand il y a un espace vide entre deux éléments, on considère que comme si c'était collé et que l'espace vide était rempli. Lavud. Quand l'écart, la distance, elle est inférieure à moins de 3 tfachim, c'est là qu'on dit que c'est comme collé. Lavud. C'est une halakha le Moshe Misinaï, car c'est virtuel. Naturellement, on voit le vide, mais c'est comme s'il était plat. Deuxième halakha d'Ofen Akuma, ça on l'a déjà vu dans le daf précédent, c'est que si par exemple, on a au milieu de la souka qui est trop haute, on a une estrade qui réduit la hauteur, et sur cette estrade, il y a le shi'ur souka. On avait dit que toutes les mechitzot qui sont autour, elles se courbent, elles se plient, et le skar qui est pasoul sur les côtés est considéré comme la continuité du mur, comme si le mur il se courbait et qu'il arrivait jusqu'à l'endroit du skar kacher. Ça, c'est une halakha le Moshe Misinaï, de considérer la partie horizontale du toit comme la continuité du mur vertical. Dans la mesure, évidemment, que ça n'arrive pas jusqu'à Arba Amot. S'il y a Arba Amot ou plus dans la partie horizontale, on n'applique pas le Dofen Akuma. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a une maison dont le toit s'est effondré au milieu. Il a mis du skar là-bas. On avait vu
qu'on pouvait appliquer la règle de Dofen Akuma, que les murs et le toit forment une seule entité, comme si c'était un Dofen qui se courbait pour arriver jusqu'à l'endroit du Skar Kasher. Ça, c'est Halakha de Moshe Sinaï. Ça ne s'invente pas. Également, Goud. Il y a Goud Asik, Goud Ahit. Par exemple, on a des parois d'une souka qui n'arrivent pas jusqu'au Skar. On dit Goud Asik. Tire et fais monter. Goud, ça veut dire tu tires. Tire et fais monter. Ou bien dans ma Sechet Eruvin, on dit Goud Ahit. Tire et tu fais descendre. Voilà donc les halachas, les Moshe Misinaï, les halachot que Moshe Rabbeinu nous a enseignés au niveau des Mechitzot, même d'après Rabbi Meir. Et maintenant, la Gemara va développer la dernière halakha, l'avant-dernière halakha de la Mishnah. On avait vu que une soukha doit contenir et comprendre au moins 3 parois. Et chez En la Shalosh Defanot Psula, s'il n'y a pas 3 parois, elle n'est pas cachée. Là maintenant, on va voir que la 3e paroi n'a pas besoin d'être entière. Il suffit qu'il y ait juste 2 parois qui forment un angle droit, et la 3e paroi, c'est juste un tefah. On verra dans le daf suivant où est-ce qu'il doit se situer exactement ce tefah, mais en tout cas, un tefah suffit. Ça, c'est l'opinion de Hachamim. Mais la Braïta, maintenant, va nous citer l'opinion de Rabbi Shimon qui n'est pas d'accord. Lui, il dit qu'il faut 4 parois dans une soukha, pas 3. Seulement, il dit que la 4e paroi, il est suffisant qu'elle soit d'un tefah. Un tefah, ça suffit. Alors maintenant, on va lire. Tanu Rabbanan. Les Chachamim nous ont enseigné dans la Braïta. Shtaim kil chatan ou shlishit afilu tefah. Il faut qu'il y ait 2 parois entières, ça s'appelle kil chatan, qui forment un angle droit, et la 3e paroi, afilu tefah, ça suffit. Rabbi Shimon Omer, shalosh kil chatan, urvi'it afilu tefah. Pour Rabbi Shimon, il faut déjà 3 parois. 1, 2, 3. Il faut 3 parois. Et 4e côté, là-bas, on mettra le tefah. Bemaï kamefalge, la Gemara demande quel est l'objet de la discussion. Pourquoi Hachamim pense qu'il faut que ça suffit 2 parois et un tefah, et Rabbi Shimon exige 3 parois plus un tefah. La Gemara va nous donner toute une série d'interprétations, une interprétation après l'autre. Première explication. Rabbanan Savré, Yesh Em la Masoret. Mais Rabbi Shimon Savar, Yesh Em la Mikra. Cette notion, on la retrouve souvent dans le chasse, à savoir comment comprendre la contradiction entre l'écriture et la lecture. C'est-à-dire, parfois la Torah écrit un mot d'une certaine façon, et nous on lit avec des voyelles comme si le mot était écrit autrement. Par exemple, Basukot. On va voir que la Torah écrit Basukat. Bet Samer Kaf Tav. Et nous on lit Basukot au pluriel. Elle a écrit comme si c'était au singulier, Basukat. Et nous on lit Basukot avec les voyelles Basukot comme si c'était au pluriel. Alors, quand la Torah, elle écrit d'une certaine façon, ça s'appelle Masoret. Transmission. Quand on lit autrement, ça s'appelle Mikra, lecture. On a l'écriture, la Masoret, la lecture, le Mikra. Quand ils se contredisent, est-ce qu'on va d'après le Mikra ou d'après la Masoret? C'est ce qu'on appelle Yesh Em la Mikra ou Yesh Em la Masoret. Em, c'est la maman. Elle est le Ikar. Le pilier d'un foyer, c'est la mère. Et de ce fait, quand on dit Yesh Em la Mikra ou Yesh Em la Masoret, est-ce que le Ikar, c'est la lecture ou le Ikar, c'est l'écriture? Yesh Em la Mikra ou Yesh Em la Masoret? C'est là la mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim. Rabbi Shimon dit Yesh Em la Mikra. On va d'après la lecture. La lecture, c'est Basukot. Basukot, Basukot. Basukot yeshvu shiv'at yamin. Kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu Basukot. Ki Basukot oshati et ben Israël ve'otziotam eretz Mitzrayim. 3 fois le mot Basukot figure. Alors, chaque fois qu'il y a écrit Sukot au pluriel, ça fait allusion à 2 parois. Alors on va lire. Rabbanan Savré Yesh Em la Masoret. Hachamim disent
Le ikar, c'est l'écriture, pas la lecture. Alors, basukat, basukat, basukot. Arekan arba. Comment c'est écrit dans la Torah? La première fois, basukot teshvu, c'est écrit basukat, au singulier, comme s'il y avait une seule paroi. Après, encore une fois, Kol ha'ezrach b'Israël yeshvu basukat, une seule paroi. Ki basukot au Shavtiel Beni Israël avec un vav, ça fait 2 parois. Arekan arba, ça fait 4 parois. Dalhad les gouffés, pachou les outlata. Le premier basukat, faut même pas le prendre en considération pour le calcul, le compte des parois. Pourquoi? Car le premier mot de basukot, c'est une introduction au sujet. C'est pour savoir qu'il faut construire une soukha. Donc le premier basukot, on ne s'en sert pas. Donc il me reste pour la dracha juste 2. Basukat et basukot. Basukat, ça fait une paroi. Basukot, ça fait 2 parois. Pachou le outlata. Il me reste 3. Shtaim kelchatan. 2 parois parmi les 3, elles doivent être entières, comme un chaf sophite, un angle droit. Ve'ata ilcheta ve'garata la shlishit ve'ukma tefah. La halakha de Moshe Misinaï est venue, et elle te dit que la 3e paroi n'a pas besoin d'être entière, il est suffisant juste qu'elle soit d'un tefah de largeur. Rabbi Shimon savar, mais Rabbi Shimon dit non. Yesh em la mikra. On va toujours d'après la lecture. Quand l'écriture et la lecture se contredisent, le ikar, le M, c'est mikra. Il faut suivre la lecture. Et donc, comment on lit? Basukot, basukot, basukot. Arekan shesh. Basukot, ça fait allusion à 2 parois. 3 fois basukot, ça fait 3 fois 2, 6. Quoi, on va faire une soukha hexagonale? Non. Une soukha carrée. Alors, comment on fait? Dal hadka le gouffé, pachou le warba. Le premier basukot, on ne s'en sert pas pour la dracha, car il est nécessaire pour l'introduction du sujet, pour nous dire qu'il faut construire une soukha. Donc on retire le premier. Il ne nous reste plus que 2. Basukot et basukot. Donc premier basukot, c'est 2 parois. Encore basukot, c'est 2 parois. Pachou leo arba, ça fait 4 parois. Shalosh keil khatan, 3 parois entières. Atay hilcheta begarata la revi'it ve'ukumita atefah. La halakha de Moshe Misinaï, elle est venue. Elle te dit, la 4e paroi, ça suffit qu'elle soit d'un tefah. Voilà pourquoi, d'après Rabbi Shimon, c'est 3 parois entières et un tefah en 4e côté. Et Chachamim, c'est 2 parois entières et un tefah en 3e côté. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, Veiba etima, découlé alma yeshem la mikra. On peut dire que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon qu'on doit toujours suivre la lecture. Quand l'écriture et la lecture se contredisent, on suit la lecture. Mais ici, voilà l'objet de leur discussion. Mor savar skacha bariakra ou mor savar skacha lo bariakra. Hachamim disent, ok, j'ai basukot et basukot, ça me fait 4. Mais il dit, mais le premier, j'en ai besoin pour le skach. Après, il me reste 3 pour les tfanot, pour les 3 murs. Alors, premièrement, j'ai besoin d'une dracha pour dire qu'il faut faire le skach. Après, j'ai 3 murs. Là, la Halakha de Moshe Misinaï te dit, le 3e mur, ça suffit qu'il soit d'un tefah. Mais Rabbi Shimon te dit, skacha lo ba'yakra. Le skach, j'ai pas besoin de faire une dracha pour me dire qu'il faut mettre le skach. Car le skach, c'est la soukha elle-même. Le premier, basukot et shvu shivat yamim, dont on a dit qu'il ne vient pas pour une dracha, c'est pour l'introduction du sujet. C'est quoi le sujet? C'est de faire une soukha. C'est quoi une soukha? C'est un skach. Car le mot soukha, c'est par rapport au srach. J'ai pas besoin d'une dracha pour me dire qu'il faut faire le skach. Donc automatiquement, il me reste basukot et basukot, c'est 2 et 2, ça fait 4 parois. Voilà pourquoi il a dit il faut 4 parois. Et la halakha de Moshe Misinaï a réduit la 4e paroi à un tefah. 3e interprétation de leur mahloket. Veiba etima. Dechoule alma yesh em la masoret. Tout le monde est d'accord pour dire yesh em la masoret. Ça veut dire yesh em la masoret. Le ikar, c'est l'écriture, pas la lecture comme on a dit avant. Et donc, il faut lire basukat, basukat, basukot. Ve'acha be'haka mefalge. Et ici, voici l'objet d'un mahloket. Mor savar ki ata ilcheta le gareya, ou mor savar ki ata ilcheta le osif. Leur mahloket est la suivante. Il y en a un qui dit
La halakha, les Moshe Sinaï, elle est venue pour rajouter. Parce que si tu as Basoukat et Basoukot, Basoukat c'est une paroi, au singulier, Basoukat. Basoukot au pluriel c'est 2 parois. Donc 1 plus 2 ça fait 3 parois. Maintenant la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim est de savoir qu'est-ce que fait la halakha les Moshe Sinaï. Est-ce qu'elle rajoute ou elle retire? Si on dit qu'elle rajoute un tefah, voilà pourquoi Rabbi Shimon a dit il faut 3 murs plus un tefah. Mais Chachamim ont dit mais non, la halakha les Moshe Sinaï n'est pas venue pour rajouter un tefah. Elle est venue au contraire pour réduire le 3e mur en disant pas besoin qu'il soit entier, ça suffit qu'il soit d'un tefah. Veiba etima, 4e explication. Déroulé alma qui ataïl cheta legarea. Tout le monde est d'accord pour dire que là, la Moshe Sinaï est venu réduire le dernier mur, pas rajouter. Seulement, et tout le monde est d'accord, Yeshem la Masoret, et tout le monde est d'accord pour dire qu'on va d'après l'écriture, comme si c'est écrit Basoukat, Basoukat, Basoukot. Ve'acha ve'dorshin tehilot kamefalge. Mor savar dorshin tehilot, ou mor savar en dorshin tehilot. Il y en a un qui dit que le premier Basoukat, on ne peut pas l'utiliser pour une dracha, parce qu'il est nécessaire pour l'introduction du sujet. Donc, en dorshin tehilot. Et c'est ce que pense Chachamim. C'est pour cela qu'ils ont dit, qu'est-ce qui te reste avec Basoukat et Basoukot? Ça te fait 3 parois. Là, la Moshe Sinaï a réduit la 3e paroi à un tefah. Voilà pourquoi ils ont dit Shtaim kel chatan ou shlishit afilu tefah. Mais Rabbi Shimon dit Dorshin tehilot. On peut faire une dracha même avec le premier. C'est pas parce que c'est une introduction au sujet que on va pas l'utiliser. On va l'utiliser. Donc on a Basoukat, Basoukat, Basoukot. Ça fait 4 parois. Là, la Moshe Sinaï a réduit la dernière paroi à un tefah. Voilà pourquoi il a dit Shalosh Keil Khatan Urvi'it Afilu Tefah. 5e interprétation. Rav Matna Amar Ta'ameh de Rabbi Shimon Mehacha. Le Soukat Yel Etzel Yoma Mechorev ou le Marse ou Mistor Mizerem ou Mimata. Rav Matna nous dit que la raison pour laquelle Rabbi Shimon nous dit qu'il faut 4 murs, c'est parce qu'il se base et il s'appuie sur le pasouk qui nous décrit la souka de Yemot HaMashiach. Quand viendra le Mashiach, il y aura une souka pour protéger Am Israël et Tzadikim, et cette souka va servir à quoi? Vesouka Tiel et Tzel, elle va faire de l'ombre, Yomam en journée, mais Horev pour nous protéger du soleil, ou le Marse ou le Mistor Mizerem ou Mata. Donc le Skar, il nous protège du soleil, mais qui va nous protéger de la pluie qui arrive avec des torrents d'eau qui arrivent de part et d'autre, c'est les murs. Le Marse ou le Mistor, Mizerem ou Mimata. Et comme dit Rashi, ou Blo Arba Mechitzot, Lav Marse Mizerem ou Sharouach Meshiv et Azerem Derech Dofen Aparutz. C'est-à-dire, tu es obligé d'avoir 4 murs si tu veux être protégé, pas seulement du soleil d'en haut, mais de la pluie et des torrents d'eau qui arrivent de part et d'autre. Donc il faut fermer des 4 côtés. Voilà pourquoi Rabbi Shimon dit qu'il faut 4 murs pour une souka. Seulement, la Moshe Sinaï nous a dit qu'on peut se suffire d'un petit mur qui fait juste un tefah pour le 4e côté. Tosfot nous cite un Yerushalmi très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Le souka tiyel etzel yomam. Ba Yerushalmi amrinan. Ta'ama de Rabbi Shimon min hadak raya. Le ta'am de Rabbi Shimon, c'est du pasuk suivant. Le souka tiyel etzel yomam mechorev hare achat. Ul marse ul mistor hare shnaim. Mizerem ou mimatar shnaim. Les Rabbanan amre mizerem ou mimatar achat. En fait, ce pasuk, le souka tiyel etzel yomam mechorev. Ou le marse ul mistor mizerem ou mimatar. Voilà comment Rabbi Shimon l'a compris. Une paroi, d'où je déduis de Soukat Yel Etzel Yoma Mechorev. Les Marse ou Mistorare Shnaim, Miserer ou Mimatar Shnaim. Les Rabbanan Amre Miserer ou Mimatar Achat. C'est-à-dire, en fait, le Soukat Yel Etzel Yomam, ça c'est le Skar. Are Achat. Les Marse ou Mistor Are Shnaim. Marse ou Mistor, ça fait ça fait allusion à 2 parois. Miserem ou mimatar, shnaim, pour nous protéger de la pluie et des torrents d'eau,
Il faut encore 2 murs. Donc 2 et 2, ça fait 4. Pour le tsel, c'est le scar qui est en haut. Et pour les murs, c'est les 2 et 2. Les Rabbanan Amrim, Mizerem ou Mimadar Ahad. La pluie et les torrents d'eau, c'est une seule paroi. Donc voilà pourquoi Hachamim disent que 3 défanotes et Rabbi Shimon dit 4 défanotes dans une souk.